Bienvenue dans cet épisode bonus de Disruption protestante. Je suis Antoine Gouritin. Dans l'épisode 4 de Disruption protestante, je vous ai parlé de financement des entreprises technologiques. Si vous ne l'avez pas écouté, je vous conseille de commencer par là. Vous le retrouverez ainsi que tous les autres épisodes sur disruption-protestante.fr et via votre application de podcast favorite. Dans cet épisode, je vous ai fait rencontrer Karim Essemiani, fondateur de Gweneg. Il nous avait expliqué les difficultés rencontrées par les entrepreneurs du numérique pour trouver des financements et se développer. Il a monté la plateforme Gweneg pour compléter les modes de financement traditionnels en se basant sur les principes du financement participatif. Dans cet épisode, vous saurez tout sur le financement participatif, la vision de Gweneg et les projets accompagnés depuis le lancement de la plateforme. Je vous laisse avec l'interview de Karim. Dans le financement participatif, tu parlais de contrepartie, ou de prévente, c'est souvent ce qu'on associe avec le financement participatif. Vous proposez plein d'autres choses. Est-ce que tu peux nous expliquer peut-être en 2 mots chaque système et les avantages pour l'entreprise, les avantages pour l'investisseur? Donc le premier système qu'on propose, c'est le financement via du don. En fait, on n'aime pas le mot don, mais effectivement, historiquement, c'était les modèles de crowdfunding connus par tout le monde. Je viens financer mon club de foot, une association. Nous, on utilise le mot prévente. Une entreprise qui va lancer un nouveau produit, spécialement un créateur. J'ai un projet à 100 000 euros, j'ai 10 000 euros d'apport, la banque me finance 50 000 euros, il me manque 30 000 euros. Je vais vendre mon produit ou mon service, mais à l'avance, avant même que je fasse mes investissements. Et en faisant ça, finalement, je fais une étude de marché. Donc en réalité, la banque, quand elle va regarder l'opération de crowdfunding où on dit ce porteur de projet, ce créateur, pour 100 euros, j'ai un produit X que cette entreprise va vendre, pour 200 euros, j'ai 2 fois le produit, sachant qu'il y a une ristourne commerciale, je vais tout simplement faire de l'Amazon. Je vais acheter à l'avance et je vais me faire livrer le produit quelques mois plus tard. Pour l'entrepreneur, c'est super important parce que ça lui permet d'argumenter à son chargé d'affaires de sa banque, voilà, il y a bien un intérêt et une appétence pour le produit et le service qu'il propose, pour le prix qu'il propose. Et avant, on faisait des études de marché en mandatant des sociétés spécialisées. De nos jours, une étude de marché se fait via du crowdfunding avec de la prévente. Ça, c'est première catégorie. Sur le prêt et sur l'obligation, on est plutôt sur des entreprises matures qui ont déjà plus de 3 années, qui ont atteint leur point mort, c'est-à-dire elles couvrent leurs charges, elles créent de la richesse. Des entreprises qui vont avoir peut-être quelques difficultés à financer quelques investissements immatériels, du besoin de fonds de roulement, quelques recrutements. Et c'est là où le crowdfunding va intervenir en cofinancement avec une banque ou en intégralité. Et là, c'est un placement. Donc, le citoyen va venir prêter à une entreprise via la plateforme de crowdfunding sur des taux qui varient entre 6 et 8%. Là, on fait du prêt rémunéré, on prête à l'entreprise. Et une troisième catégorie qui est le capital. Donc là, vous êtes investisseur, en fait, vous êtes un business angel. Avant, les business angels, c'était des personnes qui étaient aguerries dans le monde de l'entreprise ou du financement. Là, on est plutôt sur monsieur, madame, tout le monde qui s'intéresse à un projet, qui peut défiscaliser et qui va participer finalement à cette belle histoire de la création et du développement de cette start-up. D'accord, je vais revenir au premier, à la prévente, le premier mode. J'ai deux exemples dont je voudrais te parler. Le premier, c'est Giroptique. Je ne sais pas si tu connais la société. Qui a déposé le bilan, je crois. Voilà, il y a quelques semaines, où ils avaient commencé par une campagne de prévente, justement, il y a quelques années, quand ils ont démarré, et ils ont eu beaucoup de retard. Ils ont livré certains clients, peut-être même 1 an de retard, je sais plus exactement. Et même si la société, après, a super bien marché, avait un super produit, vraiment, même plusieurs, c'est quelque chose qui est resté dans la tête des professionnels du milieu, et je vais pas dire que c'est ça qui les a coulés au dernier moment, c'est évidemment pas ça, mais ça a laissé une image un peu négative. Qu'est-ce que vous faites, vous, avant de lancer une campagne comme ça? Qu'est-ce que vous vérifiez? Comment ça se passe? C'est une très bonne question. Effectivement, j'ai bien Giroptique sur mon écran radar. En fait, nous, sur la partie prévente, et surtout quand c'est les projets techno, en fait, c'est là où projet techno B2C, grand public. Nous, on va demander un business plan ultra détaillé. On va demander aussi un travail sur toute la partie processus d'industrialisation. La plupart des boîtes qui se plantent quand elles font un crowdfunding en prévente sur des objets techno, en fait, c'est sur les coûts de production.
Finalement, je pensais produire à $300 et je l'ai vendu en crowdfunding à $400. Bah, j'ai eu un problème avec mon fournisseur asiatique, j'ai eu un problème avec la carte mère, je suis à $500, j'arrive plus à retomber sur mes frais. Finalement, c'est incompatible. Donc en fait, c'est plus le concept ou l'idée, mais c'est vraiment l'industrialisation. Et c'est là où nous, on essaye d'être assez critique sur l'expérience des équipes à avoir déjà industrialisé des éléments similaires. Si on est sur quelque chose de radicalement différent, on sait que le risque, il est maximal. Et en règle générale, ce qu'on leur dit, c'est de surtout pas aller sur de la prévente à ce moment-là, plutôt aller faire un premier prototype. Une fois que c'est fait, aller standardiser. Le problème de ces plateformes comme Kickstarter, Indiegogo, c'est que elles ont des communautés qui sont friandes de choses nouvelles, non vérifiées, non validées. Donc ils aiment bien les trucs qu'on va pas trouver, donc forcément on va acheter des produits. Moi je me rappelle pareil le couleur, pareil là c'était une petite glacière avec clé USB, Wi-Fi, etc. Et en fait, ça a été un flop. Ils n'ont jamais livré. Et au moment où ils étaient en capacité de livrer, en fait, ils étaient disponibles sur Amazon en vente et ils n'avaient pas honoré les contreparties à ceux qui avaient prépayé. Ça avait collecté 10 millions d'euros. Donc, quand on est sur du B2C, grand public, sur de l'électronique, des éléments techno, il faut être ultra vigilant sur la partie expérience sur l'industrialisation. Donc ça, c'est vraiment un élément clé. Nous, sur la prévente, on a un taux de sélection qui est hyper bas. En fait, on met des projets que quand on sait qu'on a maîtrisé tous les risques, parce que justement, on souhaite pas que quelqu'un paye à l'avance un produit qui finalement ne sera jamais livré. L'autre avantage, quand on a une communauté qui contribue, qui est de proximité, bah si moi j'habite à Rennes et que j'ai acheté un produit sur Indiegogo d'une boîte qui est à Hong Kong, ben pour aller c'est un peu compliqué. Par contre, si le mec il est à Brest et que moi je suis à Rennes, ben il y a 2 chances sur 3 que je vais le croiser et que en l'occurrence on peut avoir une discussion en tête à tête. Et ça, en fait, ça renforce vraiment la volonté d'être sérieux en tous les cas. Ça limite des situations avec des margoulins. Ouais, mais c'était mon deuxième exemple dont je voulais te parler. T'as forcément entendu parler le charlatan à Sophia Antipolis il y a quelques semaines qui s'est fait choper, qui faisait miroiter des choses. Là, c'était même pas des choses qu'il allait pas être en capacité d'industrialiser. C'était du vent complet. Il est allé jusqu'au CES. Il a eu des prix au CES. Enfin, c'est des trucs incroyables. Qu'est-ce que t'en penses un peu de ça? Est-ce qu'il y en a beaucoup dans le milieu? Toi qui as une vision quand même de ce qui se fait autour plus large que la mienne. Et bon, j'imagine que ça, c'est des choses qu'on verra pas sur Gweneg, visiblement, avec le taux d'acceptation que vous avez. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que tu as 2 catégories. Et ça concerne principalement les plateformes. Quand on dit crowdfunding, tu as trois acteurs. Le premier, c'est le porteur de projet, sérieux ou charlatan. Le deuxième, c'est l'investisseur, le prêteur, le donateur, celui qui va acheter, prêter ou finalement investir dans une entreprise. Et le troisième, c'est l'intermédiaire. C'est celui qui met en relation. Et le rôle de l'intermédiaire, en réalité, il est double. Le premier, c'est de conseiller les gens qui vont contribuer, les conseiller sur la viabilité, sur les risques du projet. Ça, c'est le premier élément. Mais le deuxième, c'est aussi de bien regarder, analyser les dossiers qui arrivent. Et en France en particulier, les entreprises pour faire du capital ou du prêt, là, en l'occurrence là, l'arnaque c'était bien un financement en capital, nous sommes régis par le gendarme financier, l'autorité des marchés financiers. Donc il y a un processus de certification qui est très long, qui est très lourd, qui est très compliqué, et en fait qui oblige l'entreprise à avoir des ressources humaines spécialisées dans l'analyse des dossiers, analyse financière, les risques en termes de lutte contre le blanchiment, fraude, financement du terrorisme. Ça oblige à avoir des plateformes qui travaillent dans un mode spécifique, hyper restrictif, hyper lourd, mais qui permet justement de minimiser les risques associés à de la fraude. On pourra jamais dire le risque il est nul. Par contre, clairement, on peut le minimiser. Et des projets comme ça, finalement, où à aucun moment on est parti demander s'il y avait des prototypes, s'il y avait des éléments demandés, c'est une erreur grave. Et ça, pour l'avoir lu et vu, ça a été porté par une plateforme qui n'était pas agréée par le gendarme financier. Donc aujourd'hui, le gros danger finalement, c'est de dire on peut avoir des projets fake qui sont pas viables, mais surtout portés par des plateformes qui sont pas légitimes à le faire. Et la démarche des plateformes, c'est de dire c'est pas grave, nous on va prendre un pourcentage sur la transaction, après on s'en fiche complètement et des contributeurs et de l'entreprise. Le sérieux, quand vous êtes comme Gweneg, une plateforme sur un territoire où votre communauté elle est attachée au territoire, prendre un risque sur un projet qui est un projet type modèle Ponzi, donc un truc qui n'existe pas du tout, il est trop important vis-à-vis de notre communauté d'investisseurs.
On peut pas se permettre. Donc ça nous amène à être encore plus restrictifs sur des projets où on n'est vraiment pas à l'aise par rapport au sérieux, la crédibilité, soit de l'entreprise, soit du porteur de projet. Justement, tu disais que Gweneg, c'est vraiment ouvert à tout le monde. Et puis via les différents modes de financement, c'est vrai que ça peut s'adresser au plus grand public comme à des investisseurs plus chevronnés. Vous avez justement des investisseurs plus... À quoi ressemble l'investisseur de type, je dirais, de chez Gweneg, où il n'y en a pas, peut-être ? En fait, c'est variable pour une raison très simple. On adresse différents instruments financiers. Quand on est sur du don, on est sur un consommateur, toi, moi, jeune, vieux, j'aime le produit, je l'achète, quoi. Sur le prêt, on est plutôt sur des profils 40 ans et plus, plutôt des gens qui ont une capacité d'épargne. Sur l'investissement, on est plutôt pareil, sur des gens qui ont une capacité d'épargne, mais surtout une lecture économique. Donc, c'est pas forcément des jeunes qui vont venir faire de l'investissement ou du prêt. Donc, moi, je dirais, c'est assez hétérogène. Là où c'est intéressant, c'est qu'on a sur notre plateforme une bonne représentation de la gente féminine, ce qui est assez rare en fait. On va à l'opposé un petit peu des statistiques nationales. On a plus de femmes qui viennent financer des projets sur Gweneg. Et une des raisons qui explique cela, c'est qu'on est aussi une terre d'entrepreneuses. Et à partir du moment où il y a eu des projets portés par des femmes sur la plateforme, c'est vrai que ça nous a donné de la visibilité vis-à-vis de femmes actives dans la vie économique et qui sont venues financer aussi des projets par la suite. Donc pas de profil type. Par contre, on a une bonne présence de la gente féminine sur les projets. D'accord. Et c'est plutôt, donc, sans parler du don du coup, mais sur les autres modes, est-ce que c'est beaucoup de gens qui connaissent bien ça, qui investissent par d'autres biais peut-être déjà? Sur les systèmes classiques, c'est des gens qui sont aguerris au financement participatif. Ça veut dire c'est déjà des gens qui savent faire du crowdfunding, abstraction de Gweneg. C'est surtout ça en fait l'élément clé. C'est Gweneg est venu adresser une offre à déjà une communauté qui était sensible à ça. La communauté s'est agrandie, elle s'est enrichie, mais c'est vrai que les gens connaissent à minima le financement quand on est sur du prêt, du capital et de l'obligation. D'accord. Et du point de vue des entreprises qui font appel à Gweneg, on a parlé depuis tout à l'heure de levée de fonds, de start-up, de choses comme ça, mais vous avez des choses beaucoup plus traditionnelles, je dirais. Est-ce que tu peux nous brosser un peu le portrait de tout ce que vous pouvez retrouver sur Gweneg et pourquoi les gens viennent vous voir plutôt qu'une autre plateforme ou plutôt qu'un autre mode de financement? La typologie, on est vraiment sur un spectre extrêmement large. Encore une fois, on va trouver des commerces de proximité, on va trouver des auto-entrepreneurs, on va trouver beaucoup de start-up dans le domaine du digital. On a des sociétés qui font de la production de portes industrielles, on a des sociétés qui sont des promoteurs immobiliers dans le domaine du commerce pour entreprise. En fait, il n'y a pas de spécialité type. C'est une entreprise du territoire qui a un besoin de financement. Maintenant, on s'adresse vraiment à des entreprises qui ont des problématiques de financement. Des problématiques pour des bonnes raisons. C'est-à-dire, on est plutôt en phase d'entreprise en développement plutôt qu'en situation de difficulté. Sur le prêt, par exemple, on prend très peu de projets parce que le risque, il est porté par les prêteurs. Et finalement, venir prêter à une entreprise qui va mal et que finalement, on va passer au tribunal, c'est très dangereux. Donc, l'idée, c'est de vraiment avoir des projets qui sont structurés, qui présentent un prévisionnel qui est intéressant avec des perspectives de croissance. On est vraiment... pour le coup, autant on a une ADN qui est bienveillante par rapport au territoire, autant on a une lecture qui est quand même en termes de contrôle de risque. On vient pas prendre des projets qui sont rejetés par les banques. Quasi systématiquement, un projet rejeté par une banque est rejeté par Gweneg. Donc ça, c'est assez révélateur. Par contre, on vient faire ces moutons à 5 pattes que les gens ont peut-être du mal à faire et qui sont cohérents, qui sont portés par des gens hyper motivés, mais qui rencontrent une problématique spécifique. Est-ce que tu peux nous donner une idée à peu près du taux de réussite, je dirais, des financements sur Gweneg? En fait, autant on a un taux de sélection qui est très très bas, en fait on met très peu de projets en ligne, autant ça se reflète bien sur le taux de réussite puisqu'on est à 91% taux de réussite sur la plateforme. La moyenne nationale sur le prêt, je crois qu'elle doit être à 60-65%. Sur le don, 60-65%. Donc sur le prêt, on est à 100%, sur de l'obligataire quasi équivalent. Donc on a un taux de réussite finalement qui est assez élevé, mais parce qu'il y a tout le travail d'analyse et de sélection qui se fait en amont sur les projets. Est-ce que tu peux me donner quelques exemples comme ça qui te viennent à l'esprit de projets intéressants, originaux, qui n'auraient
pas eu de moyen de se faire financer autrement que par Gweneg? Je pense Gin H2B, c'est un projet porté par 3 copains morbihanais qui ont fait un gin, GIAN, hein, c'est comme le Bourbon. Ils voulaient lancer un gin breton et ils avaient besoin de faire un investissement pour une unité de distillerie qui coûtait 120 000 euros, et les banques leur ont refusé le financement pour 2 raisons principales, complètement justifiées. Le premier, c'est qu'on est sur un marché qui est ultra consolidé, donc il y a que des majors sur les marchés des liqueurs. Et deuxièmement, 90% des budgets sont des budgets de communication. Donc il était très difficile pour un chargé d'affaires d'envisager comment une jeune entreprise allait pouvoir se faire connaître. Donc ils ont lancé une opération de crowdfunding pour 6 000 euros au départ, avec les contreparties. C'était de la prévente. Pour 39 euros, on avait la bouteille de gin qui était vendue au prix public à 70 euros. Donc encore une fois, on est sur un produit premium. Et on avait lancé l'opération fin d'été pour qu'elle se clôture au mois d'octobre, en fait, pour qu'elle soit livrée juste avant Noël. Et ils ont eu plus de 202 clients qui ont préacheté le produit. Ils ont fait 13 000 ou 14 000 euros. Et en fait, c'était pas les 14 000 euros qui étaient déjà top, hein. C'était les 202 clients qui ont marqué les banques. Et en fait, elles se sont battues pour les financer. Et ça, c'est une très très belle histoire pour bien montrer que le financement participatif, quand c'est bien fait, ça permet de démontrer que le produit, même si au départ il peut paraître peu innovant, avec une barrière à l'entrée très basse, si on fait une bonne opération de financement participatif, on arrive à convaincre les financeurs pour nous suivre, et 2, on crée une communauté de clients consommateurs qui est hyper importante. Et ça, l'effet levier avec ces premiers 200 clients, il est hyper structurant pour la boîte, parce qu'elle fait des opérations avec eux, elle les sollicite pour plein de choses, et c'est ça qui fait que derrière, financer une entreprise du territoire, pour l'entreprise, c'est bien, parce que c'est des clients qui se mobilisent, c'est pas que des gens qui habitent à côté. La boîte ne peut vivre que si elle génère du chiffre d'affaires. Donc lui permettre de toucher des clients via un levier de financement, là est la vraie innovation du financement participatif. Ça m'amène à 2 questions. Pourquoi les avoir suivis si la banque avait déjà 2 bonnes raisons de pas les suivre, et pourquoi, parce que tu disais tout à l'heure, pourquoi avoir accepté de les mettre sur Gweneg? Et puis une deuxième question, comment ils ont fait pour arriver à un succès pareil? Les avoir suivis parce qu'on a aussi une lecture économique des projets. Je pense qu'une grosse différence, c'est il y a la lecture financière, mais il y a aussi les hommes et les femmes qui portent les projets. À la différence d'une banque, on n'a pas des contraintes type BAL 3. Donc nous, quand on pense que le projet est porté par les bonnes personnes et qu'elles ont la capacité de transformer l'essai, on considère que ça le fait. On était sur une prévente. Il y avait aussi cette notion de s'ils n'arrivaient pas à collecter 6 000 euros, on savait qu'ils n'allaient pas tenir leur objectif en termes de financement. Comment ils sont arrivés? C'est la bonne question. C'est-à-dire, ils ont retroussé leurs manches et ils ont fait les commerçants. C'est encore une fois, il n'y a pas de bienveillance ou de bienfaisance. C'est du client qu'ils sont partis chercher. Donc des opérations de communication sur leurs réseaux sociaux, des opérations de dégustation organisées auprès des clients, des prospects qui ont été relancés, et la communauté, nous, qu'on a relancé au travers de nos outils de communication. D'accord. Et ouais, c'est impressionnant. Et est-ce que tu as un exemple plus dans le domaine de la start-up numérique, justement? Société Black Knot, le Netflix du jeu vidéo. Donc ça, c'était top. Olivier Avaro, un ex d'Orange qui a créé une entreprise Trimezzo sur tout ce qui était codage, haute définition de mémoire, qui a fait monter sa start-up, levé des fonds, l'a revendu à une société israélienne, a accompagné cette société israélienne dans son développement international, et qui s'est relancé dans la création d'une entreprise qui permet de jouer à des jeux vidéo en mode SaaS, c'est-à-dire je me connecte à ma box et je peux via une console jouer à plein de jeux via mon abonnement internet. Ça, c'est une très très belle histoire. Olivier était venu nous voir avec 3-4 personnes au tout début, avec une super innovation, un concept qui faisait peur à plein de gens en disant Netflix jeux vidéo, on n'y croit pas trop. Donc ils ont fait une opération d'augmentation de capital, 600 000 euros collectés sur Gweneg, et ces 600 000 euros, ils ont eu un effet levier de 2,7 millions d'euros en financement total. Donc il y a eu des banques, il y a eu BPI. Aujourd'hui, ils sont un peu plus de 30 personnes. Donc ça se développe super bien. Ils ont sorti leur offre il y a une dizaine de jours, et ça se passe très bien. Donc c'est là où on voit finalement sur des sujets ultra innovants, le crowdfunding en equity, il va permettre justement de débroussailler et d'aller créer cet engouement qui fait que derrière les institutionnels vont revenir et financer. D'accord. Ouais, c'est vraiment l'effet levier qui est recherché, pas forcément la somme au final. Ouais, tout à fait. D'accord. Est-ce qu'il y a des projets qui arrivent là sur Gweneg ou qui viennent d'être mis en ligne qui te paraissent vraiment intéressants
On vient de clôturer 2 projets, donc c'est très difficile de parler des nouveaux projets qui arrivent. On vient de clôturer un projet extrêmement intéressant, c'est Edifiz, c'est un promoteur immobilier qui construit des bâtiments pour artisans à 10 minutes de Vannes, à Plescope. C'est le premier projet en promotion immobilière qu'on a fait. Et c'est un jeune promoteur immobilier qui a moins de 2 années. Et d'ailleurs, il a été beaucoup challengé par les banques, justement, à cause de la jeunesse de la société, peu de métriques à montrer, à valoriser. Donc, il a cherché un financement sur la plateforme parce qu'il avait justement du mal à convaincre les financeurs institutionnels. Et c'est typiquement où nous, on a eu une analyse financière, mais aussi économique. On a minimisé le risque. Mais, on croit vraiment que quand les conditions économiques et l'expérience et la pugnacité du dirigeant ou de la dirigeante sont là, on pense vraiment qu'il y a des chances que tout se passe super bien. Donc ça, c'est vraiment une très très belle histoire qu'on espère voir grandir les prochaines années. Et pour revenir à Gweneg, pour finir, vous étiez combien au début? T'as fondé Gweneg, est-ce que tu étais tout seul ou vous étiez une équipe déjà? Et combien vous êtes maintenant? Et comment, voilà, peut-être un petit peu dans les mois qui viennent, ce qui est prévu? En fait, Gweneg, dès le départ, on était quasiment 4. Donc moi, je suis l'unique fondateur. Et on était 4, non pas parce qu'on avait une charge de travail pour 4, mais parce que la réglementation en France impose un certain nombre d'équivalents temps plein avec des compétences en analyse financière. Donc assez rapidement, on était 4 et aujourd'hui, on est 6 personnes. Donc 4 permanents avec des stagiaires et des contrats pro. L'idée aujourd'hui, c'est de pouvoir travailler de plus en plus sur toute une diversité de projets et de sujets complémentaires aux sujets qu'on a qui sont l'économie au cœur du territoire. Mais on regarde pas mal de nouveaux thèmes qui sont toujours liés au territoire en Bretagne avec des nouveaux outils de financement qui peuvent être intéressants. L'idée ou la toile de fond, le fil conducteur de notre démarche, c'est de dire sur chaque projet, on a systématiquement des gens qui sont soit des acteurs, soit des consommateurs, soit des gens impactés par un projet. Donc le financement devient un levier qui crée de la richesse pour eux, tout en créant du lien avec l'entreprise ou le projet qui a besoin de se financer. Ok. Et donc c'est vrai que j'ai pas posé la question, mais c'est un pourcentage que vous prenez sur chaque projet? Le modèle économique de Gweneg, c'est un pourcentage à la réussite. Donc s'il y a un échec, on prend rien, mais on prend entre 5 et 8% du montant qui est collecté sur chaque opération. Ok. Je sais pas si on a oublié quelque chose. Je pense qu'on a dit les choses importantes. Ouais, je pense qu'il faut juste avoir un élément en tête. C'est on a financé 90 projets, mais en réalité, les 90 sociétés qu'on a financées, c'est plutôt 560 emplois sur le territoire créé maintenant. C'est vraiment super important. Enfin, nous, c'est un indicateur qu'on regarde avec beaucoup de précision. Non pas qu'on soit une structure institutionnelle, mais on considère que les effets principaux du financement, c'est la création et le maintien des emplois. Et ça, c'est top. Les effets leviers, c'est 1 pour 9. Chaque fois qu'il y a eu 1 euro collecté sur Gweneg, c'était 9 euros apportés par les banques. Et donc ça, c'est pas négligeable quand on voit les effets leviers qu'on avait mentionnés tout à l'heure. Le financement participatif, oui, mais pour déclencher d'autres financements, surtout. Et tu as une idée un petit peu du pourcentage de start-up du numérique sur les 90 projets, parce qu'il y a des choses, on a parlé de la distillerie tout à l'heure, il y a des bars, il y a beaucoup de choses. On va encore croire que c'est que de l'alcool parce qu'on est en Bretagne, mais non, mais des choses, voilà, c'est les idées que j'ai en tête, mais il y a du média, il y a des choses comme ça. Ouais, sur le digital, on va dire, si on regarde le nombre de projets en digital, on est beaucoup plus sur le capital, donc catégorie start-up qui ont des besoins de fonds propres. Et d'ailleurs, beaucoup d'entre elles ont surtout des besoins de fonds propres. La plupart étant sur le digital, elles ont peu de produits finalement, surtout quand elles sont sur du service. Quand on est sur un produit, on a fait quelques entreprises comme des capteurs, mais ça reste à la marge par rapport au volume de projets. Les startups dans le digital, elles nous sollicitent vraiment sur la partie investissement en capital. C'est là où on a un gros volume d'entreprises dans le digital sur cette catégorie-là. Bah, c'est là-dessus que vous bossez avec Tech4Race d'ailleurs? Exactement, ouais. Tech4Race, on est dans cette catégorie-là. Data2B, c'était cette catégorie. OneWave, Blacknut, Archireport, Tibeka. On a vraiment beaucoup d'entreprises avec comme cœur de métier le digital. Retrouvez toutes les infos sur Gweneg dans les notes de l'épisode sur disruption-protestante.fr et suivez l'actualité de la série sur Twitter @disruptionpr. Et bien sûr, abonnez-vous et laissez-nous vos commentaires sur votre application de podcast préférée. Disruption protestante est une série produite par Antoine Gouritin. La musique originale du générique a été réalisée par Julien Solaire.